Non, vous ne rêvez pas, c'est bel et bien un hélicoptère et c'est toujours votre collection de DVD Passion Train. Pourquoi? Parce que nous sommes ici, sur l'héliport ici Moulineau, avec derrière moi le dernier né, le successeur bien connu de l'écureuil, un EC-130, pour vous parler des turbotrains. Quel lien y a-t-il effectivement entre l'hélicoptère et les turbotrains? Mais la turbine, mais oui, la turbine d'hélicoptère. Vous voyez, celui-ci, il est propulsé par une turbine, elle fait à peu près 850 chevaux et ne pèse que 100 kg. C'est la turbine qui a permis l'essor de l'hélistation, parce qu'on avait le maximum de puissance et de fiabilité avec le minimum de poids. Eh bien, c'était la même démarche qui a conduit au chemin de fer. Allez, on revient un petit peu en arrière. Nous sommes au milieu des années 60. La SNCF s'interroge sur l'avenir du chemin de fer. Elle se doute bien que face à la concurrence de l'automobile et de l'aviation, eh bien, pour que le chemin de fer survive, il fallait qu'il aille vite, qu'il roule de plus en plus vite. Et là, il y a eu deux voies de recherche. La première, c'est de faire des engins spéciaux sur des voies nouvelles. Et ça a donné naissance au TGV. Et la deuxième, c'est d'adapter une nouvelle motorisation beaucoup plus puissante et beaucoup plus légère sur des voies classiques. Autrement dit, de trouver les successeurs des fameuses rames diesel de 825 chevaux, les rames RGP, les grands parcours. L'avantage de la turbine, vous l'avez bien compris, c'est qu'avec 300 kg, une turbine d'hélicoptère lourd, on avait 1500 chevaux. Or, vous savez bien que dans le domaine du diesel, à partir de 600 chevaux, le poids de la transmission mécanique est égal au poids du moteur. Comme il fallait rester sur des lignes, disons à faible trafic, faiblement armées, n'acceptant que 17 tonnes par essieu, eh bien il fallait une motorisation puissante et légère. Et voilà pourquoi on s'est tourné vers la turbine d'hélicoptère. Et ça, on le doit à Guy Sénac, ça a été une véritable révolution dans le domaine ferroviaire qui malheureusement est resté sans lendemain. On va le voir. Donc, en 1967, on construit un engin expérimental, on prend une caravelle, vous savez, ces autorails rouge et crème à deux éléments, on gare le moteur diesel à l'avant, et à l'arrière, à la place du compartiment première classe, eh bien, on installe une turbine d'hélicoptère avec une transmission mécanique à arbre à cardan en direction du bogie. Et de façon à rouler beaucoup plus vite, eh bien, on a caréné, on lui a mis un bulbe, un museau arrondi qui lui a donné cette forme caractéristique. Et à partir de cet engin expérimental, qui se tapait, je voudrais dire, allègrement les 200 km/h, eh bien, en 1970, sont apparus les premiers ETG, qui sont des rames à 4 éléments avec toujours diesel et turbine. Et en 1973, les RTG, les rames à turbine à gaz, qui sont des rames à 5 éléments, mais là, 2 turbines à l'avant, 2 turbines à l'arrière. Seulement voilà, crise de l'énergie aidant, coût du pétrole, et peut-être une mauvaise utilisation de ce matériel qui était apte à 200 km/h, qui a permis de faire, vous vous souvenez, les turbotrains qui ont donné naissance aux turboprofs, c'est-à-dire Paris-Caen en 1h49 à 131 de moyenne. C'était une grande révolution, mais malheureusement, les turbotrains n'ont pas eu peut-être le succès qu'ils auraient dû avoir, dû peut-être à une mauvaise utilisation de leurs possibilités. Donc, ce DVD est consacré aux turbotrains. Dans ce DVD, 2 films et 4 bonus. Le premier film, de l'autorail au turbotrain. Et oui, comment, à partir d'une caravelle, on l'a transformé en turbotrain en lui ajoutant une turbine à gaz. C'est d'ailleurs un prototype qui a donné naissance aux ETG et aux RTG, mais un prototype, je vous signale, qui portait déjà le nom de TGV. Le deuxième film, French, pas Connection, mais French Turbotrain. Autrement dit, 2 rames RTG aux couleurs un peu françaises, bleu, blanc, rouge, direction les États-Unis de l'Amtrak. Je vous signale également qu'il y a des rames turbines à gaz qui ont été livrées à l'Iran, qui malheureusement ont fini dans les sables. 4 bonus. Premier bonus, le matériel. Locomotive à turbine à gaz, et oui, Renault qui à l'époque, je vous le rappelle, faisait des autorails, a construit 2 prototypes, 040 GA1 et 2 de 1000 chevaux, alimentés par une turbine à gaz d'hélicoptère avec une transmission électrique. Mais les prototypes sont restés sans lendemain. Deuxième bonus, comment ça marche? Et oui, la turbosynthèse, comment fonctionne une turbine d'hélicoptère. Troisième bonus, des idées d'avance. 1970, les ETG, les éléments turbines à gaz, qui furent les premières rames, ce qu'on appelait les Paris-Caen, les Paris-Cherbourg.
Enfin, quatrième bonus, un homme, un métier, à tout seigneur, tout honneur, un visionnaire, un grand ingénieur de la SNCF, celui qui a eu l'idée d'utiliser les turbines d'hélicoptère dans la traction ferroviaire. C'est une interview, je voudrais dire, exclusive de Guy Sénac. Cet autorail de 330 kW à moteur diesel, construit en série pour la SNCF et maintenant bien connu du public, a été conçu dans l'optique du meilleur compromis entre confort et rentabilité, sans rechercher des performances élevées. Il en résulte que la vocation de ce véhicule est essentiellement la desserte omnibus et celle des lignes de la banlieue des grandes villes. En revanche, il est certain que les relations rapides à grande vitesse interville impose beaucoup plus de puissance que sur l'autorail de série. Cet élément automoteur expérimental à grande vitesse, résultant du mariage du véhicule de série avec une turbine à gaz, a permis, grâce à cette dernière, d'installer la puissance requise sans transformer pour autant la motrice en une locomotive pesante, incapable de remorquer très vite une charge utile intéressante. La turbine à gaz, de conception aéronautique qui a été retenue pour cette première expérimentation sur la SNCF, équipe notamment les plus gros hélicoptères de la société Sud Aviation, Super Frelon et SA-330. Il s'agit du moteur Turbo 3, construit par la société Turbomeca. Un élément automoteur de 330 kW a été choisi pour subir les transformations nécessaires à la réalisation de l'expérience envisagée. On reconnaît sur ce matériel classique le moteur diesel, la boîte de vitesse, le radiateur et le ventilateur, l'échappement, l'aspiration d'air, une cabine de conduite et la soute à bagages. Le reste de la motrice est occupé par un compartiment de deuxième classe et une plateforme d'accès. Pour, dans certains cas, conserver la pointe du moteur diesel, c'est sur la remorque de l'élément automoteur que sera installée la turbine à gaz. Les installations actuelles de la remorque comportent un compartiment de première classe et un de seconde classe. Cette disposition sera remplacée par les compartiments turbomoteur, réducteur et laboratoire et le compartiment voyageur aménagé en première classe. Un carénage aérodynamique est adapté à chaque extrémité de l'élément expérimental. Aux bogies classiques se substituent d'autres d'une conception nouvelle. L'installation du turbomoteur a nécessité la mise en place d'éléments nouveaux. Le compartiment insonorisant, dans lequel prendra place le moteur, l'aspiration d'air pour la réfrigération, la boîte à filtre. Ensuite, les pièces maîtresses de l'engin, le turbomoteur, le dispositif d'échappement, le réducteur, les réservoirs à combustible. Enfin, un couloir de service permettant l'accès à la cabine de conduite, spécialement aménagée pour la commande du turbomoteur. La liaison réducteur-bogie est obtenue par arbre à cardan. Dans ce compartiment sont installés les appareils de mesure indispensables aux essais et l'armoire d'appareillage électrique. Pour terminer les installations de la remorque devenue motrice, le compartiment voyageur est aménagé en première classe. Ainsi donc se présente l'élément automoteur modifié. La césure entre caisses a été réduite et les portes arrière d'accès dans la motrice diesel ont été remplacées par un panneau afin de diminuer la résistance aérodynamique du véhicule. C'est aux ateliers SNCF du Mans, à partir d'octobre 1966, qu'est réalisée la transformation de l'élément automoteur. La première modification consiste à adapter un bouclier de protection devant chacune des cabines de conduite existant sur l'autorail. Deux carénages aérodynamiques, étudiés en soufflerie et réalisés en polyester stratifié par les ateliers SNCF de Sotteville-Budicom, sont placés aux extrémités de l'élément.
Simultanément, on procède aux transformations intérieures des caisses. C'est au tour maintenant de l'installation du moteur dans son compartiment. Il faut préciser que ce type de machine est désigné sous le terme générique de turbomoteur. Les organes essentiels et son fonctionnement se révèlent ainsi. Le démarreur et la pompe à combustible. Le compresseur axial et le compresseur centrifuge. La chambre de combustion annulaire et la turbine du générateur de gaz. La turbine libre de travail reliée mécaniquement au réducteur principal. On constate qu'il n'existe aucune connexion mécanique entre générateur de gaz et la turbine libre. Seuls les gaz de combustion assurent une liaison fluide entre ces deux rotors, ce qui permet de réaliser les fonctions d'embrayage et de conversion de couple. On peut donc réaliser une transmission mécanique beaucoup plus simple que celle qui est nécessaire au moteur diesel. Le Turmo 3C, dont la masse ne dépasse pas 300 kg, délivre des puissances aéronautiques et ferroviaires respectivement égales à 1100 et 860 kW, c'est-à-dire 1500 et 1170 chevaux. L'application de la turbine à gaz apporte donc des avantages substantiels non seulement au niveau de l'organe moteur, mais également à celui de la transmission. Ce sont ces avantages qui justifient l'expérimentation de la turbine à gaz. Grâce à sa légèreté et à sa compacité, son installation a coûté peu de place et pourtant, pour cette première application, son compartiment a été largement dimensionné pour faciliter au maximum le travail des expérimentateurs. Un système d'échappement spécialement étudié permet de respecter les normes en matière d'insonorisation. D'autre part, le dispositif d'aspiration d'air est complété par un volet que l'on peut orienter selon le sens de marche et qui, à grande vitesse, augmente la pression d'admission du moteur. Un autre compartiment, contigu à celui du moteur, recevra le réducteur. Ce réducteur ne réalise que les fonctions de réduction et d'inversion de sens de marche. Il ne comporte ni changement de vitesse, ni embrayage. Cependant, une commande manuelle permet d'isoler le turbomoteur de la transmission. L'accouplement d'entrée comporte une roue libre permettant de lancer ou de stopper la turbine, quelle que soit la vitesse de la rame. Le plateau de sortie est relié au pont moteur des essieux par un arbre à cardan classique. Avec une transmission aussi simple, le démarrage de l'élément s'effectuera jusqu'à 40 km à l'heure avec le seul moteur diesel de 330 kW. Le réducteur inverseur est fixé rigidement à la structure du véhicule. Une nouvelle conception de la liaison caisse-bogie s'est imposée par suite de l'adoption de bogies d'un type nouveau, apte à circuler à grande vitesse et dont l'agencement général est particulièrement simple. Selon les tendances actuelles, ce bogie présente des élasticités transversales et verticales importantes. Les boîtes d'essieux sont liées aux bras de suspension. Ceux-ci sont articulés à leur autre extrémité sur la traverse de charge par l'intermédiaire de barres de torsion. La timonerie classique est remplacée par l'utilisation de blocs de freinage, un par roue, et le bogie, entraîné par la turbine, est équipé de 2 ponts moteurs, alors que celui placé à l'autre extrémité de la rame et entraîné par le diesel n'en possède qu'un.
Les bogies vont maintenant prendre leur place respective sous la caisse. Une délicate opération commence sous la surveillance attentive et continue des techniciens. La caisse descend lentement sur les bogies. Par l'intermédiaire des appuis caoutchouc assurant la suspension latérale, la caisse reposera sur la traverse de charge du bogie. Enfin, toujours avec une grande précision, l'opération s'achève. Caisse et bogies sont définitivement accouplés. Le premier turbotrain est né. C'est au printemps 1967, dans la région du Mans, que le turbotrain effectue ses premiers tours de roue. Ces parcours permettent aux expérimentateurs de parfaire la mise au point avant les essais de grande vitesse. Dès ses premières sorties, il a donné toute satisfaction. Quelques mois après sa naissance, le turbotrain va se révéler un enfant prodige. Au cours de cet essai réalisé entre Orléans et Vierzon, il atteindra sa vitesse record. Le démarrage de la rame s'effectue avec le seul moteur diesel. Dans le compartiment laboratoire, les spécialistes sont à leur poste. À 40 km à l'heure, le turbomoteur est lancé. Et à partir de 75 km à l'heure, le conducteur va utiliser progressivement la pleine puissance de ses moteurs. « 160 km à l'heure. Vitesse, pression, température évoluent normalement et sont soigneusement relevés. Il en sera ainsi pendant toute la durée des essais. Avec une transmission volontairement très simple, les essais ont démontré la validité technique du nouveau mode de propulsion. Une transmission plus évoluée permettra à la turbine d'assurer seule toutes les fonctions de traction. La vitesse augmente régulièrement, 222 km à l'heure. L'objectif qu'on s'était fixé au départ a bien été atteint. Il s'agit en effet de tirer la quintessence des infrastructures actuelles grâce à des véhicules puissants et légers capables de soutenir de hautes vitesses, quelles que soient les difficultés du parcours, et avec la sécurité requise, on atteint 238 km à l'heure. L'expérimentation de l'élément automoteur, qui porte sur 80 000 km au début de 1968, a déjà permis de recueillir de précieuses informations. Désormais, la voie est ouverte aux véhicules futurs qui permettront aux chemins de fer d'offrir un service particulièrement attrayant sur les relations intervilles.
Le succès des premiers turbotrains français a conduit la SNCF à commander une version améliorée, les rames à turbine à gaz RTG. Ces turbotrains ont assuré dès 1973 plusieurs grandes relations intervilles avec une fréquence, une vitesse et un confort jamais égalés sur les lignes transversales. Les résultats obtenus ont convaincu l'Amtrak. 2 rames aux couleurs de la compagnie américaine, fournies par le même constructeur, ANF Frangeco, mettent le cap sur Le Havre. Quelques aménagements ont été apportés. Attelage automatique, interphone, fontaine réfrigérante. Le Havre, 31 juillet 1973. L'Atlantique Cognac, porte-container, porte-véhicule de la Transat. Une remorque porte-wagon Socomat, intermédiaire indispensable pour passer de la voie des quais à la gare aménagée dans l'entrepôt-garage du navire. Prolongement de l'autoroute Paris-Le Havre sur la route maritime de New York, l'Atlantique Cognac acheminait des véhicules routiers. C'était l'opération Autoroute. Pour la première fois, il transporte des turbotrains. C'est l'opération Turboroute. Tout naturellement arrimées sur leurs rails, les voitures ont été fixées au pont par des saisines. Des vérins soulagent les bogies. Traversée à 23 nœuds, sans roulis, sans tangage, sans vibration, et New York est en vue.
débarquement des voitures s'effectue en 12 heures, la même durée qu'à l'embarquement et sans la moindre égratignure. À la conquête du rail américain, le turbotrain français rejoint Calumet City, près de Chicago, aux mains expertes de Frank Lee, chef mécanicien de l'Illinois Central. Ce premier voyage sur Chicago fut l'occasion pour les officiels du chemin de fer et la grande presse américaine d'apprécier le confort des rames. Le New York Times, le St. Louis Globe, le Chicago Tribune et bien d'autres publièrent des commentaires très favorables. Un test de stabilité parmi d'autres, au départ, un reporter remplit à ras-bord un gobelet de Coca-Cola. À l'arrivée à Chicago, pas une goutte sur la table. Ces deux premières rames RTG assurent une desserte fréquente entre Chicago et St. Louis. D'autres traverseront l'Atlantique pour de nouvelles liaisons intercity. Lors d'une communication au Congrès, le président de l'Amtrak, Roger Lewis, déclara « Nous avons démontré que le déclin du trafic voyageur qui sévissait depuis une décennie est renversé et qu'une remontée est amorcée. Nous avons augmenté le total de nos recettes et réduit notre déficit. » Cette locomotive de 1000 chevaux, mue par une turbine à gaz, est la première au monde de son espèce. Elle se distingue par deux particularités. C'est d'abord l'emploi d'un générateur à piston libre pour la production des gaz chauds comprimés alimentant la turbine, et ensuite la transmission directe et mécanique de la puissance de la turbine aux 4 essieux moteurs. Le conducteur est maître de l'effort de la machine en agissant uniquement sur une manette qui règle la quantité de combustible injectée dans le générateur. Pendant que nous sommes à l'intérieur de ce nouveau conquérant du rail, profitons-en pour donner quelques sommaires indications techniques. Le générateur à piston libre, qui consomme du fuel léger, moins coûteux que le gasoil utilisé sur les locomotives à moteur diesel, fonctionne comme celui-ci à 2 temps, suralimenté, à cylindres opposés. Des cylindres matelas d'air tiennent lieu de volant. Les gaz d'échappement du générateur, envoyés dans la turbine à une pression allant jusqu'à 3,5 kg au centimètre carré et portés à une température de 450 degrés, sont parfaitement supportés par la turbine. Les caractéristiques de la turbine sont telles que son effort varie à peu près du simple au quadruple lorsque sa vitesse passe du maximum à 0. De ce fait, on a pu se dispenser d'un changement de vitesse manœuvrable en marche. Le réducteur comporte toutefois 2 démultiplications, interchangeables à l'arrêt, qui permettent d'obtenir 2 gammes de vitesse, 74 et 125 km à l'heure.
la 040 GA1 possède d'efficaces dispositifs de sécurité sur les freins du train, sur sa turbine et sur la commande de son générateur. Ces diverses sécurités prévues agissent immédiatement en cas de survitesse de la turbine. En matière de chemin de fer, un vieil adage dit que la desserte crée le trafic, pour autant bien sûr qu'il soit de qualité. Et ces nouvelles rames à turbine à gaz mises en service par la SNCF en sont une brillante démonstration. En effet, que ce soit en deuxième classe ou en première, elles offrent un confort inhabituel sur des liaisons transversales, liaisons longtemps considérées comme le parent pauvre du chemin de fer. Car il faut bien le reconnaître, là où la caténaire ne déroulait pas ses fils, là où les locomotives diesel arrivaient à grand-peine à faire l'heure en raison du parcours accidenté, l'autorail restait le roi. Restait car les choses ont bien changé. Pour les ingénieurs de la SNCF, comme d'ailleurs pour tous les exploitants des réseaux étrangers, la desserte des lignes transversales est en effet un véritable casse-tête. Il faut par exemple offrir aux voyageurs un confort semblable à celui qui existe sur les grands axes, mais aussi un matériel léger et une forte puissance de traction. Bref, il faut concilier l'inconciliable, en quelque sorte relever un défi technique. Eh bien, il l'a été avec la mise en service de ces turbotrains. Et ce n'est pas fini, puisque d'autres liaisons seront en effet bientôt assurées par les turbotrains. Tout le secret de cette réussite réside donc dans le moteur de la rame, un moteur offrant le maximum de puissance sous le minimum de poids. C'était la condition sine qua non pour rouler vite sur des transversales qui serpentent à souhait, sans parler des fortes rampes. Et dans ce domaine, les constructeurs d'avions avaient en quelque sorte montré la voie avec la turbine à gaz qui allie puissance et légèreté, comme par exemple sur cet hélicoptère du type Super Frelon. Avec la turbine, plus de mouvement alternatif, tout tourne. Schématiquement, l'ensemble se compose de deux parties. La première est en quelque sorte un petit turboréacteur avec son compresseur, ses chambres de combustion et sa turbine. Et la deuxième, une autre turbine placée dans le souffle du réacteur. C'est elle qui développe la puissance. Avantage du système, on a séparé les deux fonctions, fabrication des gaz et turbine motrice. C'est simple, économique et surtout léger. Mais en contrepartie, la turbine à gaz fait payer ses avantages par un usinage très soigné. Ici, le millième de millimètre, le micron est l'unité courante. Quant aux matériaux, ils doivent être également soigneusement sélectionnés pour encaisser de très hautes températures sur les aubages des turbines. Seulement, de l'aéronautique au chemin de fer, il y a un pas. En quelque sorte, le monstre devait être domestiqué, se faire plus endurant et développer un gros effort de traction à bas régime. Les essais furent entrepris ici dès 1966 au centre d'essai des propulseurs de Saclay. Et le Turmo 3 du Super Frelon devint le Turmo 3 F1 du turbotrain. Un engin moins puissant, certes, mais plus robuste et de surcroît apte à consommer du fioul et à encaisser les vibrations. Restait ensuite à vérifier, grandeur nature, le verdict des spécialistes, c'est-à-dire trouver un véhicule d'essai. Et là, on a fait confiance au bon vieux 425 chevaux très répandu sur les lignes de la SNCF. Bien entendu, l'engin a subi quelques modifications. Si on a conservé le moteur diesel à une extrémité, par contre, à l'autre, on a aménagé un compartiment pour recevoir la turbine, en procédant à une insonorisation très poussée,
et en installant des prises d'air latérales. Ensuite, il a fallu l'équiper d'un nez plus aérodynamique, c'est-à-dire plus apte aux grandes vitesses. Et installer la turbine dans son compartiment, mais fort heureusement, on a pu lui faire emprunter un chemin peu orthodoxe, mais avouez-le, bien commode. Enfin, on a posé le tout sur de nouveaux bogies à bras oscillants, c'est-à-dire qui présentent le minimum de masse non suspendue. Restait à résoudre le délicat problème de la transmission, c'est-à-dire à accoupler la turbine aux roues. Et là, il fallait jongler avec les tours minutes, c'est-à-dire ne pas dépasser 6000 tours, mais ne pas descendre en dessous de 1000 tours, où d'ailleurs le couple est maximum, donc plus apte à démarrer le convoi. Seulement, ce couple était encore insuffisant. Aussi a-t-on dû installer cet ensemble qui n'est rien d'autre qu'un convertisseur de couple hydraulique, autrement dit, un engin qui a pour but de multiplier le couple aux basses vitesses. Au démarrage, le convertisseur remplit son rôle, c'est-à-dire permet une mise en mouvement rapide de la rame. Jusqu'au moment où la turbine atteint son régime de bon fonctionnement et peut alors être accouplée directement aux roues par l'intermédiaire d'un simple train d'engrenage. Voilà donc la solution très simple qui fut adoptée avec cette transmission. Le but étant, dans un premier temps, de tester les capacités de la turbine et non de la transmission. Ainsi, bien vite, on atteignit plus de 220 km/h et même, le 20 juin 1967, entre Vierzon et les Aubrais, 236 km/h avec seulement 1200 chevaux. La turbine était bonne pour le service. Restait alors à perfectionner la transmission qui reçut un élément supplémentaire, un coupleur hydraulique. Au démarrage, le convertisseur de coupe sol fonctionne, puis le coupleur hydraulique prend le relais. Cette solution qui a été adoptée sur les premières rames en service commercial entre Paris-Caen et Cherbourg, ce sont les ETG, autrement dit les éléments à turbine à gaz avec leur livret chaudron et blanc cassé. Ils accueillent 188 voyageurs, dont 56 en première classe, avec de surcroît un restaurant libre-service aménagé dans l'une des remorques. Quant aux deuxièmes classes, elles ne sont plus les parents pauvres avec leurs sièges individuels. Mais avec cette mise en service, la SNCF a également inauguré une nouvelle formule, fréquence-vitesse, c'est-à-dire qu'on allie à la rapidité le nombre de dessertes. Ainsi, sur Paris-Caen, on a réalisé 14 liaisons aller-retour par jour, et ce, à 131 km/h de moyenne. Bilan, 25% de voyageurs en plus. Devant ce succès aussi bien technique que commercial, la SNCF a alors décidé d'acquérir de nouveaux engins pour améliorer la desserte d'autres transversales non électrifiées. Ce sont les RTG. Et cette fois-ci, les turbines sont reines, puisqu'elles assurent la totalité de l'effort moteur, c'est-à-dire 2300 chevaux. À chaque extrémité de la rame, dans un compartiment insonorisé, on trouve bien sûr la turbine motrice, mais aussi une petite turbine auxiliaire destinée à fournir l'énergie pour l'éclairage et la climatisation. Côté bogie, le freinage a également été renforcé pour les grandes vitesses, avec par exemple ce frein à disque et ce frein électromagnétique qui s'applique directement sur le rail. Ainsi, 6 ans après les timides essais de Saclay, la SNCF mettait en service le premier turbotrain intégral.
performance technique que reconnurent d'ailleurs les Américains, puisqu'ils commandèrent aussitôt plusieurs exemplaires. Mais bien vite, les ingénieurs découvrirent les étonnantes possibilités de la traction par turbine à gaz et n'hésitèrent pas à se remettre au travail en vue d'équiper une nouvelle ligne tracée cette fois-ci pour les grandes vitesses entre Paris et Lyon. C'était le chemin de fer de demain que l'on bâtissait pour des vitesses commerciales de l'ordre de 260 km/h. Si la voie restait classique, par contre, du côté engin, il a fallu procéder à des études minutieuses en matière d'aérodynamisme, études que ne renierait pas un constructeur d'avions. Ici, tout a été étudié en fonction de la vitesse, depuis les roulements jusqu'aux organes de freinage, comme par exemple ce ralentisseur électrique. La climatisation a fait également l'objet d'études très poussées, la rame devant être étanche pour éviter les surpressions lors du passage dans les tunnels ou lors des croisements. Bref, c'est la technique aéronautique mise sur rail, une technique où le poids est l'ennemi à combattre. C'est ainsi que le profilage avant a été réalisé entièrement en plastique. Mais la vitesse est gourmande en puissance et l'engin a reçu 4 turbines à gaz accouplées 2 à 2 à un alternateur. On allie ainsi la légèreté de la turbine à la souplesse de la transmission électrique, ce qui permet de surcroît de rendre moteur tous les bogies. En somme, c'est le tout électrique sur rail, formule qui a l'avantage d'abaisser encore le centre de gravité de la rame, ce qui est autant de gagner pour la tenue de voie et le confort. Un confort d'ailleurs qu'envieraient les compagnies d'aviation. Et encore une fois, les essais furent à la hauteur des espoirs, puisque l'on dépassa très rapidement le cap des 300 km/h, et même que l'on atteignit 318 km/h. Lorsqu'on voit circuler ce lévrier du rail, on a peine à imaginer que 10 années se sont écoulées depuis le jour où une petite turbine d'hélicoptère quitta ses parents, les avions, pour se marier avec le chemin de fer, un mariage d'ailleurs fort réussi, dont on ne compte plus les descendants. Sur voie numéro 16, Turbotrain, première et deuxième classe, à destination de Caen et Cherbourg. Ce train comporte un service de restauration. Sur voie numéro 16, en voiture s'il vous plaît. Attention au départ. Nous vous souhaitons un bon voyage.
la turbine à gaz a un beau jour voulu descendre sur Terre. Elle reste cependant très marquée par son hérédité. Svelte et légère, elle se contente de peu d'espace et délivre, malgré son faible encombrement, une grande puissance. Aussi affirme-t-elle un goût particulier envers les trains automoteurs qui, sur les lignes non électrifiées, se destinent à une desserte rapide et cadencée. Le turbotrain, eh bien, c'est une curieuse aventure. C'est un train qui est issu, si je peux dire, du croisement de deux techniques qui s'ignorent complètement, la technique aéronautique et la technique ferroviaire. C'est en somme une sorte d'avion qui roule sur des rails, ou, si vous voulez, disons, un train qui a pris un moteur d'avion. La petite histoire démarre dans les années 60. À ce moment-là, il y a un ingénieur français qui propose à la SNCF l'aérotrain. Ne confondons pas. L'aérotrain, c'est un train sur coussin d'air qui circule sur une voie qui est en béton, qui est propre. Et la SNCF veut, je dirais, lui proposer un contre-projet, parce que ce projet-là est trop compliqué à réaliser. Il faudrait tout reconstruire. Et la SNCF a l'idée de demander à ses ingénieurs de se mettre sur la planche à dessin et de trouver quelque chose de nouveau. Et une équipe réunie autour de Camille Martin et surtout de Guy Sénac propose à ce moment-là le turbotrain, qui est un train classique, qui roule sur des rails, qui pénètre jusqu'au cœur des villes sur les installations déjà existantes, mais ce train utilise un moteur d'avion. Pourquoi un moteur d'avion? Parce que les moteurs d'avion sont simples, c'est la turbine, qui comporte qu'une seule pièce en mouvement, c'est très puissant, ça occupe très peu de place, c'est très léger. Et alors la SNCF fait des essais avec un autorail, d'ailleurs, qui prendra très vite le nom d'ailleurs de ces plombs, pour les parties électriques. Et la SNCF monte sur un autorail diesel classique, une turbine, et on roule pendant des mois et des mois et des mois. On s'aperçoit que ça marche très bien, ce truc-là. Donc on va le prendre pour créer les premières rames, je dirais, à grand parcours, ces rames qui vont relier Paris à Caen, Paris aussi, finalement, Strasbourg et Lyon, c'est-à-dire que ce sont des rames qui vont faire des relations transversales. Et ce qui est curieux, c'est que ces turbotrains créent non seulement un personnage mythique qu'on va appeler le turboprof, c'est le gars qui galope entre Paris et Caen, qui va faire ses cours et qui revient, mais ça crée aussi ce que j'appellerais l'idée de TGV, c'est-à-dire une France qui serait desservie par des trains rapides qui se succèdent à avec des horaires extrêmement serrés. Donc l'invention est magnifique, tout marche bien. Mais voilà, le turbotrain, je dirais, souffre d'un préjugé de cherté. C'est de l'avion, c'est du pétrole, c'est cher, c'est pas avouable à une époque qui se met à découvrir des économies d'énergie. Et le président Pompidou, qui décède en 1974, signe peu avant sa mort le décret d'utilité du TGV. Et un jour, il téléphone à Ségala, le président de la SNCF, il lui dit, dites donc, votre train-là, à quelle source d'énergie? Ségala comprend et dit, électricité, monsieur le président. Très bien, je signe. Et en fait, le TGV était prévu pour être à turbine. Les turbines coûtent pas cher, elles permettent de loger 35 personnes de plus, ce qui absorbe la différence de coût, ça économise les installations fixes, toutes ces caténaires. Et savez-vous qu'à l'époque, la SNCF ne prévoyait pour le TGV guère que 4 à 6% de son trafic. Ça devait être un train rapide pour quelques hommes d'affaires pressés. Je vous signale que le TGV aujourd'hui, c'est plus de 60%. C'est-à-dire que le TGV, c'est un succès fou. Heureusement qu'il n'était pas à pétrole, mais il était logique à l'époque que le TGV utilise finalement la turbine à gaz. Et il y a eu des records qui ont été battus, des records de vitesse. Ça marche très bien, parce qu'il n'y avait pas ces problèmes de captage du courant, traction, n'est-ce pas, enfin, etc. Et alors, j'ai rencontré très récemment, et plusieurs fois, l'ingénieur Guy Sénac. Guy Sénac m'a dit, finalement, l'échec de cette affaire-là, parce qu'il y a eu échec, c'est l'insertion d'une culture professionnelle de l'aéronautique dans la culture professionnelle ferroviaire. Ces gens de l'aéronautique, ça coûtait très cher pour la maintenance. Ils arrivaient en blouse blanche dans les dépôts, les ateliers. Ces engins étaient autres. Et pour Guy Sénac, aussi, il y a un autre très grand regret, c'est qu'il n'y a jamais eu le réseau à grande vitesse que ces magnifiques coursiers réclamaient. Guy Sénac voulait un réseau de lignes adapté pour ces turbotrains. Seulement, on ne s'en servira que sur la très sinueuse ligne de Paris-Caen-Cherbourg. On s'en servira aussi sur la ligne de Lyon à Nantes, sur la ligne de Strasbourg à Lyon. Ce sont des lignes secondaires. Et pourtant, ces turbotrains, Guy Sénac nous l'a souvent rappelé, ont eu un pourcentage d'accidents extrêmement faible, ont toujours parfaitement marché, un pourcentage d'accidents inférieur aux meilleures locomotives électriques. Il n'y avait rien à reprocher. Simplement, ça sentait un peu trop le pétrole. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces turbotrains? Eh bien, ils ont
très bien servis, très loyalement servis pendant plus de 30 ans. Et on les a discrètement garés. On les a mis de côté, on les a pour la plupart tous ferraillés. Je peux vous dire qu'au musée de Mulhouse, il y en a un qui est conservé, et heureusement. Leur look, si on peut dire, finalement c'est celle d'un autorail. D'ailleurs les gens pensaient que c'est une sorte d'autorail, ça a une caisse d'autorail, ça a un aspect d'autorail. C'est dedans que ça se passe. Et si je vous faisais visiter un turbotrain, vous seriez surpris par la petitesse de ce moteur. On dirait un chauffe-bain. Un petit réservoir qui est posé sur le plancher de la motrice. Et tout autour, il y a de l'espace vide. Il y a une puissance extraordinaire, un rendement fabuleux et un volume très faible. C'était vraiment le moteur idéal. Et je dois vous dire que les Américains ont été séduits par le turbotrain. Ils en ont acheté un certain nombre qui ont roulé longtemps dans le corridor entre New York, n'est-ce pas, et le sud, et aussi autour de Chicago. Et nous en avons aussi d'ailleurs vendu à l'Iran et aussi à l'Égypte. C'est-à-dire que ce train était tellement séduisant, tellement parfait mécaniquement, c'est ce que m'a dit Guy Sénac, que finalement ce train devait être un succès. C'est un faux succès parce qu'il y a eu des raisons, je dirais, donc fond de type psychologique, économique, bref, disons-le, politique. C'était un train trop parfait, trop discret, qui est parti sur la pointe des pieds comme il est arrivé.